Merci Moutaga. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour nous parler justement de la manière dont vous avez pris en charge ce rêve en vous. Vous avez eu le courage de dévoiler. Je voulais juste passer la parole pour une question à William, le monsieur drone, juste pour nous dire, lui, alors, il n'a pas un destin contrarié, il semble avoir été dirigé directement vers la robotique qu'il aimait plus que tout. Alors, comment s'est opérée la rencontre entre l'intelligence artificielle et l'objet connecté qu'est le drone? En tout cas, comment êtes-vous arrivé au drone, William? Alors déjà, merci une fois de plus de me William, donner vous êtes... l'opportunité de... Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Ok, donc Allez-y. je disais merci beaucoup pour l'opportunité d'échanger. Alors, dans mon cas, la rencontre a été assez naturelle, j'ai envie de dire, parce que déjà par mon parcours académique, j'ai travaillé pas du tout dans la robotique, pas du tout dans l'informatique. Ce n'est pas mon domaine de base. Mon domaine de base, en réalité, c'est plutôt la stratégie et l'intelligence économique, comme vous l'avez évoqué. Donc, dans ce cadre-là, j'ai eu à travailler pour des groupes de défense, essentiellement, et de sécurité. Et fort de cette expérience-là, j'ai été très vite confronté aux enjeux géostratégiques qu'on a en Afrique, le Sahel, la Corne de l'Afrique, le Golfe de Guinée, donc toutes les problématiques sécuritaires auxquelles on peut faire face sur le continent africain. Et lorsque vous creusez le sujet, les drones, en réalité, c'est en gros un avion sans pilote, mais pour qu'il soit vraiment efficace, eh bien, il faut de l'intelligence artificielle. Il faut qu'il puisse reconnaître un objet, un véhicule, une personne pour être plus efficace, peu importe le domaine dans lequel on se trouve. Donc, la rencontre a été quelque part naturelle, j'ai envie de dire. Et vous êtes à un moment donné décidé de prolonger ce rêve-là en essayant vous-même d'en fabriquer un drone et de lui donner, j'allais dire, une âme particulière pour lutter notamment contre, vous avez parlé des dangers sécuritaires, il s'agit essentiellement du terrorisme, de la piraterie maritime et de tous ces conflits transfrontaliers qui endeuillent la Corne de l'Afrique, une partie du Sahel, etc. Qu'est-ce qui vous fait dire je vais fabriquer mon drone? Premièrement, parce que je découvre, j'aime ça, déjà. Et au-delà de ça, de la passion et de l'amour pour la technologie, il y a la réalité du marché. Euh, Aujourd'hui, j'ai réalisé que les gens achetaient des drones qui coûtent 1000 $, 2000 $, mais est-ce que vous savez qu'il y a des drones qui coûtent 1 million de dollars, qui coûtent 2 millions de dollars la pièce, et qu'on en a en Afrique? Et lorsque vous posez la question des composants, je me disais, oh, ça, pourquoi on achète ça à ce prix? Il doit y avoir des composants qui valent une fortune. Eh bien non, eh bien pas du tout. Les composants ne sont pas chers, ils sont tous fabriqués aux mêmes endroits. Donc on se rend compte qu'en réalité, on nous vend du drone. On nous vend le fait qu'on nous a mystifié le sujet. On nous vend le fait que c'est soi-disant complexe et pourtant c'est tout ce qu'il y a de plus archaïque. Et en me rendant compte à quel point faire un drone était même archaïque, justement, et que le marché et l'avenir n'étaient pas là, on s'est tourné vers quelque chose qui avait de la vraie valeur ajoutée, les services et l'intelligence artificielle. Parce que c'est là qu'il y a de la valeur ajoutée. C'est là qu'on doit compétir avec les grandes entreprises internationales. Et c'est là qu'il y a c'est là qu'avec un ordinateur, en fait, et des lignes de code, on peut compétir avec les plus grands. William Mellon, vous êtes là. Alors, vous avez commencé par Douala, au Cameroun, avec votre Oui, totalement, entreprise. c'est ça. Et puis après, vous avez Oui, ouvert un centre en Allemagne. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de cette ouverture à l'international? On doit le regarder comment? Comme une recherche d'approbation de l'Occident ou alors un désir de conquête simplement? William. oui. Alors, pourquoi j'ai créé l'entreprise en Allemagne? Tout à l'heure, je vous parlais de contacter. Allô? Est-ce que là, vous nous écoutez? Allô? On vous écoute, William. D'accord. Donc, je vous disais, au départ, l'entreprise s'appelait Drone Africa. Mais de fil en aiguille, nous avons changé d'approche parce que nous nous sommes rendus compte que des gens hors d'Afrique nous contactaient. On a été, par exemple, contacté en Australie pour justement les drones et une IA pour détecter les requins, par exemple.
Donc, je me suis dit, oula, si je vais en Australie et que mon entreprise s'appelle Drone Africa, ça va être un peu compliqué. Donc, il faut penser monde, il faut penser internationalisation et ne pas hésiter à attaquer les marchés au même titre que des boîtes américaines, françaises, chinoises. Donc, j'ai créé une holding qui s'appelle AlgoDrone, avec justement un board d'investisseurs basé en Allemagne et aux États-Unis qui nous aide à amener l'entreprise à un autre palier, en fait. Typiquement, il y a des entreprises qui se sont lancées dans les drones il y a 5 ans, qui avaient fait des levées de fonds de 100 millions de dollars, 200 millions de dollars et qui ont fermé. Posons-nous des questions simples. Pourquoi des entreprises qui avaient 100 millions de dollars et une entreprise aussi jeune que la nôtre, pourquoi eux, ils sont fermés, pourquoi nous, on existe encore? C'est qu'il a fallu faire un pivot très vite entre le hardware, donc le matériel, et le logiciel, l'intelligence artificielle. Donc, c'est là qu'il y a vraiment de la valeur et nous, on est convaincus que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. D'accord. Donc, vous nous rassurez que AlgoDrone Holding ne se comporte pas aussi bien simplement parce que vous avez fusé une partie de votre génie. Je rappelais votre parcours qui n'est pas ordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas une manœuvre de sorcier quand même qui fait en sorte que ça ne va pas là-bas? Est-ce que ça marche mieux là-bas? Non. La preuve, plus de 90% de l'équipe est au Cameroun. Donc, non. Ça ne marche pas nécessairement mieux là-bas. Je pense que, après, ce n'est que ma vision du monde. Je pense qu'il faut prendre le bon, ce qu'il y a de bon ailleurs et laisser ce qu'il y a de mauvais. C'est-à-dire, au final, il n'y a pas de vérité absolue, en fait. Je pense que l'avenir, c'est l'Afrique, parce que le marché est ici, par exemple, en matière de drones. Où est-ce qu'il y a les premières ou le plus de livraisons par drone dans le monde? C'est en Afrique. Où est-ce que les lois sont les plus progressistes en matière d'utilisation de drones? C'est en Afrique. Où est-ce qu'il y a le plus de marge de manœuvre, même en matière d'intelligence artificielle? Je pense que ça reste en Afrique. Donc, le marché et l'avenir, il est ici. Moi, je suis ici. Ça montre bien que mon intérêt et ma conviction, c'est que le marché africain représente l'avenir. Maintenant, il ne faut pas se fermer. Aujourd'hui, avec AlgoDrone, ma vision, c'est attaquer le marché européen, le marché asiatique, le marché de l'Amérique latine, où les besoins sont somme toute les mêmes. Il y a des agriculteurs partout, il y a des problématiques de sécurité partout. Donc, on n'a pas de raison de se limiter à un seul endroit géographique. Quand l'entrepreneur américain se lance, il ne se dit pas, je ne vais travailler que pour les États-Unis. Il se dit, il y a un problème, j'apporte une solution. Et c'est dans cet état d'esprit que j'aimerais être et que j'aimerais que les entrepreneurs africains soient le plus. C'est-à-dire qu'on ne se mette pas des barrières psychologiques nous-mêmes. Merci, merci William. Une question à William Elon. Tout à l'heure, Véronique a évoqué la question de la collecte locale des données. Gestion William Elon. Pour une collecte de données locales qui soit adaptée aux réalités et aux problèmes en fait, que l'IA veut résoudre au quotidien sur le continent. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? On a été coupé. La question a trait à la collecte locale des données, qui est un vrai enjeu aujourd'hui. Quelle est votre proposition, votre suggestion, quel est votre positionnement stratégique par rapport à cela? Eh bien, le premier positionnement, c'est déjà d'avoir nos propres, c'est tellement vaste, avoir nos propres data centers, avoir nos propres hubs. Nous avons créé un hub qui s'appelle VLab avec mon associé Ariel Kistio, qui s'appelle VLab, la promotrice de KST. Donc, nous avons créé un hub qui permet de fédérer justement des jeunes de différents secteurs, de différents domaines, les inciter à créer, entre guillemets, à stocker, à créer de la donnée localement. Il y a des data centers qui ouvrent et je pense qu'il faut, comment dire ça, il faut une culture de valorisation même de cette donnée-là qu'on n'a pas forcément chez nous. Parce que quand vous vous placez devant certains interlocuteurs et que vous dites « Ah, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de la donnée vous semblez très, comment dire ça, très déconnecté du réel. Donc, il y a un travail d'éducation et de sensibilisation, j'ai envie de dire, de nos partenaires, de nos gouvernements, de nos amis, de nos familles sur la valeur de la donnée. Je pense que c'est aussi ça. Le reste, donc, il y a un travail d'infrastructure globale, mais il y a aussi un travail au niveau personnel. Vous voyez, en France, par exemple, quand il y a eu le scandale, cas concret, j'ai beaucoup observé ça. Lorsqu'il y a eu le scandale sur les données privées à Facebook,
le monde occidental était en révolution, en révolte, bah, au Cameroun, tout allait bien. Je veux dire, on ne se sentait pas tout à fait concerné par cette histoire. On voyait à la télé, pourtant c'était aussi nos données. Donc, il y a un travail d'éducation sur la valeur de la donnée, je pense. Beaucoup, je voudrais passer la parole aux panélistes qui vont réagir l'un après l'autre aux trois préoccupations qui ont été évoquées, que je résume rapidement. La première, est-ce que la sécurisation des données locales ne passe pas par la création de notre propre intelligence artificielle, nos propres outils? Muntaga Keita particulièrement, mais d'autres personnes pourraient intervenir sur la question de comment réagir face à un certain nombre de freins ou d'insuffisants, de limites à la mise en place de l'intelligence artificielle en Afrique, notamment l'accès à l'information, à l'éducation, à Internet, à l'électricité et tous les autres manques. Et puis, troisième question qui va intéresser évidemment particulièrement Véronique, comment intéresser les filles à l'intelligence artificielle? Alors, je vais poser la question à William Elan. Algo Drone Holding embauche des femmes ou est-ce que vous les trouvez? Vous répondrez à cette question et peut-être aux deux autres préoccupations qui ont été évoquées par les panélistes. William? Déjà, mon associé principal est une femme, la cofondatrice de Vilab. Donc, on ne pourra pas me faire ce reproche-là. Mais il est vrai, je rejoins totalement ce qui a été dit, c'est difficile de recruter des femmes. C'est assez difficile. On est plein de bonne foi, plein de volonté, mais il y en a peu qui postulent. Et c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. C'est pas faute de volonté. Je crois que beaucoup d'entrepreneurs, surtout sur des domaines assez technologiques où il y a un peu d'innovation, ont certainement le même problème. C'est-à-dire qu'on a la volonté, on a l'envie, on est même ouvert, mais on a du mal. Déjà, elles ne postulent pas forcément chez nous, déjà. Et même quand elles le font, c'est difficile. Il faut aussi que je dise que beaucoup de femmes qui sont passionnées par la technologie, mais qui ne sont pas assez encouragées à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elles ont des barrières psychologiques à se lancer dans ce domaine. Et pourtant, très sincèrement, je trouve que les jeunes femmes sont aussi qualifiées que les jeunes hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'une femme fasse quelque chose qu'un homme ne peut pas faire. J'ai 3 petites sœurs, certaines ont des entreprises et je ne pense pas qu'elles sont de moins bonnes entrepreneurs que les hommes qui font la même chose. Donc, c'est ça ma logique en tout cas. Alors, sur les limites structurelles, William Elan, j'imagine qu'au Cameroun, il y a autant de coupures d'électricité, autant de blocages d'accès aux données, autant de... Alors, comment on les surmonter? Déjà, vous savez, il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Le Cameroun, c'est le Cameroun ». Donc, on aime ce pays comme il est et on s'adapte quelque part. Il y a quelqu'un qui disait, soit vous regardez le pays en vous disant, oh, il y a beaucoup de problèmes. Moi, dans chacun de ces problèmes, je me dis, il y a du business. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a une occasion de faire quelque chose, de vendre quelque chose, de créer une solution et je préfère voir les choses sous cet angle-là. Il n'y a pas d'électricité, eh bien, lancez une entreprise de groupe électrogène. Il n'y a pas d'eau, eh bien, lancez-vous dans les forages. Voilà, ainsi de suite. Donc, moi, je suis plutôt dans cette mécanique-là, de dire un problème, une solution, une entreprise, donc de l'emploi, donc du business. C'est ma façon. Et rapidement, sur la sécurisation des données, William, vous en avez déjà parlé, mais quelqu'un dans le public proposait de créer nos propres IA, par exemple. Oui, par exemple, Tulip l'a bien fait. Tulip a son propre data center, ils l'ont évoqué. Donc, avoir nos data centers, c'est très important et c'est vraiment vital. S'habituer à créer nos propres algorithmes, à les designer par rapport à nos réalités, je pense que c'est important. Et apprendre à protéger nos données aussi. Parce que comme je vous le disais, je crois qu'on n'a même pas encore pris conscience du fait que la donnée, c'est le pétrole de demain. C'est l'avenir, en fait. Il faut être à fond là-dedans.